soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. La semaine passée, nous avons parlé de l'entrepreneuriat dans le secteur de l'automobile. Nous avons reçu un entrepreneur dans ce domaine. Merci pour vos réactions et vos échanges. L'année commence, une autre s'achève. Il y a eu des défis, il y a eu des ratés, il y a eu des manques, il y a eu des avancées. Pour échanger sur ce thème bilan et planification d'une année dans les activités, nous recevons pour vous un consultant en leadership et responsable de l'église Cité Rama, le docteur Silas Makangu Mimil, que je m'en vais saluer. Docteur, meilleurs vœux et bonne année. Meilleurs vœux, bonne année, Sephorien, bonne année à tous vos téléspectateurs qui nous suivent ici à Kinshasa, mais aussi ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux partout à travers le monde. Docteur, nous sommes très heureux de vous revoir parce que l'année 2020 était une année difficile, déjà avec la Covid-19, déjà avec tous les secteurs socio-économiques paralysés et surtout l'argent qui ne circule pas. C'est la raison pour laquelle les téléspectateurs m'ont demandé, Symphorien, comme tu as une émission élaborée, aidez-nous à faire un état de lieu de 2020 et à projeter ou planifier 2021. Maintenant, pour faire le bilan comme la planification, il nous faut des instruments. Et pour maîtriser ces instruments, il nous faut un expert en leadership, un expert, celui qui voit cet avenir ou ce passé, et surtout quelqu'un qui sait aussi encadrer les âmes. Parce que vous êtes aussi docteur, vous êtes pasteur, vous encadrez, vous enseignez aussi, vous êtes enseignant à l'université. Docteur Silas, deux concepts pour commencer. Qu'est-ce qu'on comprend par faire un bilan? Faire un bilan de soi-même, faire un bilan de ses activités. Docteur Silas. Merci, Sephorien. J'aimerais avant toute chose revenir un peu en arrière par rapport à ce que vous avez dit. L'année a été une année difficile, compliquée, avec beaucoup de ratés. Mais je crois qu'il y a d'abord lieu de commencer par réqualifier les choses. Parce que si nous partons déjà d'un paradigme erroné ou encore déficitaire, cela ne nous permettra pas d'aboutir à des résultats voulus. L'année 2020 a été une année difficile, certes. Mais nous ne devons pas seulement nous arrêter à considérer une année comme étant une année réussie, simplement parce qu'il n'y a pas eu d'événements négatifs. L'absence des éléments négatifs ne fait pas d'une année une année de succès. Ok. Parce que pour cette même année 2020 que nous qualifions de difficile, a été peut-être la meilleure des années pour une entreprise quelque part, a été peut-être la meilleure des années pour une nation quelque part. C'est vrai que les dommages collatéraux dus à la COVID-19 sont généraux. Nous avons tous les secteurs de la vie qui ont été affectés, aucune nation n'a été épargnée. Et vous vous rappellerez, l'année passée, je crois avoir été sur votre plateau pour vous dire que cette maladie, cette pandémie, nous a aussi aidé à comprendre qu'il y avait nécessité pour que nous puissions partir vers des structures beaucoup plus fiables et bien assises. Voyez-vous? C'est-à-dire nous devons partir du conjoncturel vers le structurel. Parce que nous avons été habitués à fonctionner avec le conjoncturel. Nous nous adaptons par rapport aux situations qui surviennent. Et nous n'avons pas quelque chose en réserve pour pouvoir nous permettre à faire face aux calamités lorsqu'elles arrivent sans nous avoir prévenus bien avant. C'est vrai que même les nations les mieux outillées, les nations les plus avancées technologiquement parlant, c'est d'ailleurs là qu'on trouve beaucoup plus de dégâts. Dieu nous a bénis aujourd'hui, nous pouvons dire que notre précarité, notre pauvreté est devenue pour nous un rempart, un bouclier qui nous a épargnés pour ne pas avoir les mêmes dégâts que d'autres nations ont connus. Il ne faudrait pas seulement considérer l'année comme étant un échec, parce que c'est aussi l'année la plus pédagogique. C'est aussi l'année 2020 qui nous a aidés à faire cette fois-ci un bilan honnête, un bilan objectif, un bilan qui ne soit pas fantaisiste. Parce que l'année 2020 nous a montré combien nous étions fragiles, même lorsque nous croyons être forts. L'année 2020 nous a amené à comprendre, pour d'autres nations et même pour nous le Congo, qu'il était important pour nous de penser le plus vite possible à la construction des infrastructures sanitaires, en lieu et place de construire simplement des infrastructures de loisirs, des stades et autres. Pourquoi? Parce que
nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui ne vaut plus que la santé. On ne paie rien lorsqu'on est malade. Lorsqu'un corps est fragilisé, lorsqu'un corps est paralysé, tout est paralysé. Donc l'année 2020 nous a aussi enseigné à comprendre que nous devons avoir autant chez nous pour ne pas dépendre de ce que les autres nous avons parce qu'il est possible que les frontières soient fermées. L'année 2020 nous a aussi aidé à comprendre que nous devons faire assez que chez nous soit aussi beau que chez autrui. Que les infrastructures que nous apprécions chez les autres soient aussi reproduites chez nous ici. Parce que lorsque les frontières sont fermées, on ne sait pas aller se faire soigner à l'étranger. On ne sait pas envoyer les enfants aller étudier à l'étranger. On ne sait pas aller en vacances à l'étranger. Donc il faudrait que Goma, Bukavu, Mwanda, Mbanzangungu, tous ces autres coins de la République démocratique du Congo soient autant viables lorsque nous avons besoin de faire des voyages touristiques. 2020, avec la pandémie, nous a montré aussi qu'il y a possibilité pour les églises, par exemple, qu'il y a nécessité, voulais-je dire, pour les églises, par exemple, d'encourager les chrétiens à entretenir une relation personnalisée avec le Seigneur et non pas simplement se greffer par son appartenance à une grande communauté. Je prie à telle église, je prie à telle église, je prie à telle église. Parce que pendant presque 6 mois, toutes ces églises à laquelle nous appartenons fièrement ont été fermées. Quel a été le sort de ces chrétiens qui, après avoir fait 3 ans, 4 ans, 5 ans dans une église, n'ont pas atteint un niveau spirituel proportionnel aux années de fréquentation dans l'église? Ce sont des gens qui se sont rendus compte qu'ils étaient vides. Ils connaissaient plus le pasteur que le Seigneur. Ils connaissaient plus la vie des membres de l'église que la parole de Dieu. Donc, il y a lieu aujourd'hui de revoir aussi notre système d'encadrement au niveau de l'église. C'est-à-dire revenir à un encadrement individualiste. Se rassurer que chaque département, que chaque fidèle soit suivi individuellement parce que maintenant, lorsque nous ne nous réunissons pas, nous devons nous rassurer que pour les autres, ce ne sont pas des vacances, ce ne sont pas des congés, mais que chaque chrétien peut aussi continuer à prier personnellement avec Dieu, à entretenir une relation personnelle avec le Seigneur, sans toutefois tomber dans la paresse, simplement parce qu'il n'y a pas cette communion que nous avons dans nos grandes assemblées. Cette pandémie 2020 nous a aidés aussi, par exemple, au niveau de l'Église, pour revenir sur la nécessité aujourd'hui de comprendre que les éléments de communication commencent à devenir plus importants que les infrastructures qui abritent nos églises. C'est-à-dire quoi? Une église aujourd'hui ne doit pas seulement déverser toute sa cagnotte dans la construction d'un bâtiment, si cette église-là n'a pas de matériel de communication adéquat. Parce que quand les gens font 6 mois à la maison sans venir à l'église, il est supposé que le pasteur doit continuer à lui prêcher. Mais comment est-ce que le pasteur va atteindre les fidèles si les éléments de communication, les matériels de communication n'est pas adapté à la technologie moderne? D'où aujourd'hui, ce que nous avions peut-être diabolisé hier sont devenus pour nous des vecteurs de communication. YouTube, Facebook, ainsi de suite, sont devenus des paroisses de nos communautés ou de nos églises. Donc ça aussi, ça nous a aidé à comprendre cela. Pour la nation, 2020 a été ce qu'elle a été. La question que vous avez posée, c'est quoi un bilan? Un bilan, ici, je l'ai défini de manière arbitraire, c'est que c'est le fait de s'arrêter et d'évaluer. Parce qu'il n'y a pas d'évolution sans évaluation. Il n'y a pas d'évolution s'il n'y a pas d'évaluation. Et pour faire un bilan, il faudrait être honnête envers soi-même. On ne peut faire un bilan que celui qui veut être honnête envers soi-même. Celui qui ne veut pas se donner une attitude cosmétique juste pour se faire plaisir, non. D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je suis? Le bilan ne doit pas se mettre fait en termes de période, janvier en décembre. Lorsqu'on fait un bilan, il faudrait d'abord savoir qu'est-ce qui était censé être fait. Qu'est-ce que j'étais censé faire en 2020 que je n'ai pas pu faire et pourquoi je ne l'ai pas fait?
est-ce que j'ai disposé des éléments, des matériels, des ressources nécessaires pour faire ce que j'étais censé faire en tant que nation, en tant qu'Église, en tant qu'individu ou en tant que entreprise ou société. Parce qu'on ne doit pas tout mettre sur le dos de la pandémie. Il y a de ces individus, il y a de ces nations, même s'il n'y avait pas pandémie, rien n'allait changer. Donc on ne doit pas trouver la pandémie comme un échappatoire. La pandémie ne doit pas être considérée comme cet échappatoire qui légitime les échecs, nos imperfections, notre manque de management, notre manque de dextérité par rapport à ce que nous comptons faire. Qu'est-ce que j'ai disposé? Est-ce que s'il n'y avait pas pandémie, en janvier 2021, pourrais-je regarder 2020 et dire voilà, j'ai fait ce que j'étais censé faire, ou bien ça m'aide à m'échapper, à trouver un prétexte? Faire un bilan, c'est s'arrêter. Reconsidérer ce qui était censé être fait. Quels étaient les targets que vous étiez fixés en tant que nation, en tant qu'église, en tant qu'individu? Parce que ceux qui avaient fixé de se marier, beaucoup se sont quand même mariés. Ceux qui s'étaient décidés de écrire un livre, ils ont quand même réussi à finir un livre. Ceux qui avaient décidé de commencer à apprendre à conduire, certains ont commencé même déjà à conduire. Or, il y a un principe. Si les autres font ce que vous n'avez pas pu faire, la faute ne incombe pas à l'environnement. Parce que, disait un ancien président américain, lorsque les choses deviennent dures, seul le dur avance. Les durs sont faits pour avancer dans des moments durs. Donc cette pandémie nous montre aussi quel type d'homme nous sommes. Sommes-nous assez engagés dans ce que nous faisons, ou bien nous sommes de ceux qui laissent les choses couler avec le courant d'eau? Sommes-nous capables de naviguer à contre-courant, ou bien nous sommes de ceux qui se laissent emporter par le courant? Faire un bilan, c'est s'arrêter et se poser la question, qu'est-ce qui devait être fait et qu'est-ce que j'ai fait? Voyez-vous? Cela est d'une importance capitale. Et ici, c'est la nation tout entière qui doit se poser cette question. Sur le plan politique, sur le plan moral, sur le plan social, les églises doivent se poser cette question. Qu'est-ce qui devait être fait qu'on n'a pas fait à cause de la pandémie? Parce que cette pandémie nous fait aussi comprendre que la géographie n'est plus une limite. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui sans se déplacer physiquement. On n'a pas besoin d'être à X endroit pour faire quoi que ce soit. Il y a des églises qui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la télévision, au NTIC, ont quand même réussi à fonctionner normalement et même à atteindre certains objectifs qui s'étaient assignés en dépit de la pandémie. Dès lors que les autres ont fait ce qu'on ne pouvait pas penser être faisable, la faute n'est plus à la pandémie. Nous devons plutôt nous remettre en cause. Cela suppose que nous étions ignorants de ce que les autres connaissaient. Oui. D'où le problème n'est plus la pandémie, mais le problème c'est notre limite en termes d'information. Limite en termes d'information, nous recevons pour vous le docteur Silas Makangu Mimile, responsable de l'église Cité Rama, ainsi que consultant en leadership. Ce soir, dans votre magazine Data Market, nous parlons comment établir un bilan de l'année passée et planifier la nouvelle année. Ce que j'ai aimé avec le docteur, il a circonscrit des bases. Nous disons que lorsqu'on fait un bilan, on doit être conséquent avec soi-même, on doit être sincère, on doit avoir le temps de s'arrêter. Ce que j'ai aimé, docteur, vous nous avez dévancé. Dans la société, il y a 3 entités. Il y a les ménages, les familles, il y a l'emploi, les entreprises, il y a l'État qui gère ça. Mais dans d'autres structures, on ajoute aussi l'Église, parce que l'Église aussi prend en charge la société dans la manière de leur montrer la voie par rapport au bon choix. Nous commençons avec le tout premier, les ménages. La famille avait des optiques. Vous avez dit, il y a certains qui devaient se marier, oui. Il y avait d'autres qui devaient faire étudier leurs enfants, il y avait d'autres qui devaient s'élancer dans des activités. Oui.
Nous avons constaté dans votre plaidoirie que il faut changer sa mentalité, il faut s'adapter. Yeah. Est-ce que le fait de ne pas s'adapter par rapport à une situation désoriente notre capacité à atteindre nos objectifs? En effet, vous savez, M. Symphorien, il y a quelque chose qui est permanent dans la vie. C'est le changement. Qu'on le prophétise ou pas, tout change. Qu'on l'attende ou pas, tout change. Il n'y a rien de plus sûr et rassurant que le changement. Rien n'est statique sous le soleil. Tout change. Mais quelqu'un va dire qu'il n'y a pas de salaire, on ne paye pas bien, le pays est en difficulté. Comment je peux changer? Comment je peux évoluer? Mais écoute, quand on parle du changement, on ne parle pas de ce qui se passe autour de nous. Le changement, c'est d'abord dans ce qui se passe en nous. Notre façon de voir les choses. Une démarche individuelle. Les changements commencent en nous. Gandhi disait, il faut devenir le changement que l'on veut apporter. Donc, si on pense que le travail n'existait pas, le chômage, ainsi de suite, on a discuté d'ailleurs tout à l'heure, il faudrait comprendre que les véritables changements dont il est question ici, ce sont les changements que nous sommes en train d'entreprendre au-dedans de nous. Et ces changements qui s'opèrent au-dedans de nous vont affecter notre environnement. Cela est d'une importance capitale. Donc, si tu as faim, tu ne manges pas parce que tu n'es pas payé, c'est toi qui as faim. Ben, donc, écoute, il faut changer la situation. On peut ne pas manger juste parce qu'on veut économiser. Ok. On peut ne pas manger juste parce qu'on ne veut pas faire un pas vers l'avant pour avoir ce qu'il y a à manger. On peut ne pas manger. En fait, le problème que nous avons aujourd'hui, nous avons une mauvaise conception de la vie. Nous croyons que tout doit être servi sur un plateau. Ok. On est aussi chômeur quelque part parce que personne ne veut donner un travail à quelqu'un d'autant qualifié que vous. D'aussi qualifié que vous, pardon. D'où, quand on ne vous donne pas de travail, créez le travail. Le problème, c'est que nous sommes plus conscients du manque du travail que de l'opportunité qu'il y a autour de nous. Il y a beaucoup de chômeurs qui, divinement parlant, ont la charge d'engager 120 personnes. Et ils condamnent les 120 personnes à être employées par eux, juste parce qu'eux-mêmes continuent à chercher du travail. Est-ce qu'on peut dire que c'est un problème de leadership personnel? En effet, c'est un problème de leadership, d'abord sur le plan générationnel, sur le plan de la mentalité de tout un peuple, mais aussi sur le plan d'engagement personnel. Donc, on peut être leader de soi-même. Mais donc, qui conduira? C'est vous-même qui avez le volant de votre vie. Ok. Qui conduira votre vie si ce n'est vous-même? Ok. Je ne pense pas qu'on aille à l'université faire 5 ans pour qu'à la fin, qu'on continue à demander à Dieu du travail, et attendre à ce que l'État vous donne du travail. Non. Lorsqu'on fait 5 ans, on a un bon cursus académique. 5 ans après, on pense plus à l'investissement qu'à l'emploi. On pense plus à l'entrepreneuriat qu'à l'emploi. Et c'est ce qui nous manque chez nous ici, au niveau de la République démocratique du Congo. Le peuple congolais est un peuple qui voudrait être payé 12 mois l'année. Alors que quand vous allez dans d'autres pays voisins, Ouganda, Zambie, Sénégal, Mali, consort, le jeune homme qui finit les études voudrait commencer sa propre entreprise pour engager les 2 petits frères qu'il a laissés à la maison. Nous sommes l'un des rares pays au monde où tu donnes 5 000 $ à un jeune homme de 23 ans, il va s'acheter une voiture Ketch. Les mêmes 5 000 $, tu le donnes à un jeune homme sénégalais, il commence une entreprise. Le problème, c'est quoi? C'est cette absence de l'esprit, de la culture entrepreneuriale. Ok. Parce que, certes, la pandémie a fait que beaucoup de petites entreprises ferment. Mais cette même pandémie a aussi ouvert les yeux à d'autres entrepreneurs pour observer autour d'eux des opportunités qui existaient et qu'ils se lancent aujourd'hui à commencer à entreprendre. Mais docteur Silas, c'est aussi ça la foi que répand l'Église. J'ai une petite pièce, mais dans la maison, j'ai une bonne. Tout ce qui se prêche à l'église n'est pas à consommer. Nous avons un sérieux problème entre ce que la Bible dit et ce qui est prêché dans nos églises. J'ai une petite maison où je suis payé je gagne que 100 $, mais je veux avoir une bonne. Je ne gagne pas assez, mais je veux vivre, acheter tout dans un supermarché. Un train de vie qui dépasse le... Ce n'est pas ça aussi, vendre le rêve. Donc, on est apparemment bien parce qu'on pense que si j'achète ce qui est cher, j'ai un train de vie soi-disant cher, ça veut dire que je suis quelqu'un
d'intégrer dans la société, on peut me considérer que je vis bien, mais tandis que je ne gagne pas ce que je dépense. Il y a deux choses qui justifient ce comportement. Premièrement, c'est la paresse. Deuxièmement, c'est le désir de vouloir vivre pour les autres. Ok, C'est-à-dire vivre pour impressionner les autres. ok. Vivre pour paraître. Dans la vie, il ne faut pas paraître, il faut être. Une fois, j'étais dans un supermarché, un monsieur qui achète une bouteille d'eau, des pièces de bouteille d'eau qui valaient 70 dollars. Mais il y a, je ne veux pas faire la publicité, d'autres eaux minérales bien traitées qui coûtent presque 500 francs. Mais écoutez, Mais pourquoi expliquer ça? bon, on ne sait pas expliquer ça parce qu'on ne connaît pas son train de vie, on ne connaît pas combien Non, il gagne. après, il a regretté. En sortant, il a dit, il était devant la caisse. Fait accomplir, choisi. Non, en fait, c'est le souci d'imiter. On veut. Parce que le désir d'être riche, le désir de vivre dans le confort est un désir naturel. Le confort n'est pas la Légitime. richesse, hein, n'est pas Non, la non. prospérité. Hein. Alors, c'est maintenant la confusion que nous faisons entre la prospérité, la luxure et le confort. Ok. Voyez-vous, nous pensons que conduire une voiture qui coûte cher fait de moi un grand homme. Voilà. Nous pensons que fréquenter tel supermarché fait de moi un grand homme. Et Dieu merci aujourd'hui que ce supermarché se multiplie pour dire qu'ils n'ont plus la même valeur hier. Ok. Donc on a plus à se casser la tête. Ok. Ok? Dans la vie, il faut apprendre à se contenter de ce que vous avez aujourd'hui. Le temps que vous emmagasinez assez pour vivre demain selon vos rêves. Ok. Ok? Il ne faut jamais brûler votre futur sur l'autel du présent. Ok. Jamais. Ok. Ne jamais brûler votre futur sur l'autel du présent. Non. Laissez le temps au temps. Ok. Laissez le temps vous former. Laissez-vous être formé par le temps. Apprenez ce que vous avez à apprendre. Épargnez ce que vous avez épargné aujourd'hui. Demain, vous le ferez aisément. Mais je veux avoir un téléphone cher, je veux avoir bien m'habiller, stylé. Mais c'est bien beau d'avoir un téléphone cher, être bien habillé. Ça, c'est ce que j'encourage. Il faut être bien habillé parce que ceux qui vous écoutent, vous regardent d'abord avant de vous écouter. Voyez-vous, là, en communication, là, il y a l'habillement compte énormément. Mais ne vous habillez pas au-delà de vos moyens. Parce que ce que vous habillez, ce que vous mettez comme habit, doit avoir un lien avec ce que vous dites, la qualité de votre discours. Ok. Doit avoir un lien avec ce que vous avez dans votre tête. Ok. Il ne faudrait pas qu'il y ait une certaine disproportion entre l'habillement, vous vous habillez à la manière d'un roi et vous réfléchissez comme un vanipieux. Ne vous réfléchissez inquiétez comme un pas, homme tout ce fou. que le docteur Silas Voyez-vous? est en train de vous dire maintenant, il le donne aussi en formation parce qu'il est consultant en leadership. Il va donner son adresse là où il donne ses formations pour que vous puissiez recevoir. Là, ce n'est qu'un aperçu de ce qu'on est en train de dire dans 50 minutes. On ne pourra pas dire. Mais si vous voulez avoir la suite de tout ce message, venez être formé parce que ce serait intéressant et vous serez richement bénis. Docteur Silas, on n'a pas assez de temps, on est en train d'avancer parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses à parler. Donc, on a compris une chose, il faut vivre selon ses... Vivre, vous savez, Mais l'esprit de la prospérité crée les richesses. Mais- Emmagasiner une richesse. on ne devient pas riche en s'habillant. Investir. On ne devient pas prospère parce qu'on Épargner. s'habille. On devient prospère parce que, premièrement, on travaille. On résout un problème des autres. La prospérité, c'est la réponse que les autres vous donnent après avoir résolu leurs problèmes. Ok. C'est-à-dire, vous aidez les autres à résoudre leurs problèmes et ils vous payent la prospérité. Deuxièmement, on devient prospère parce qu'on épargne. Troisièmement, on devient prospère parce que l'on vend. On ne devient pas prospère parce qu'on achète. C'est ceux qui vendent qui deviennent riches. Ok. On s'appauvrit en achetant, on s'enrichit en vendant. Ça, il faut toujours le dire. Et ce n'est pas parce que vous avez une apparence riche que vous êtes réellement riche. Ok. Voyez-vous, nous devons apprendre à vivre dans le contentement. Et vivre dans le contentement ne signifie pas avoir une apparence désintéressée. Non. Vivez selon vos moyens. Ok. Ne donnez pas l'impression, il faut être. Vous savez, monsieur Symphorien, l'on dit que les eaux les plus calmes sont les eaux les plus profondes. Ok. Quand vous allez dans un lac, il n'y a pas de bruit. C'est dans les rivières que vous entendez trop de bruit. Pourquoi? Parce que la rivière veut faire trop de bruit pour dire que j'existe. Mais quand vous arrivez dans un océan ou dans un lac, c'est très calme. C'est très calme. Pourquoi? Parce que la vraie richesse ne fait pas de bruit. La vraie richesse ne fait pas de bruit. Docteur, nous courons derrière le temps. Nous passons au niveau des entreprises. Celle qui doit
je suis propriétaire d'une entreprise, mais je veux prospérer, mais tout en faisant bénéficier mon entourage. L'entreprise a deux grandes parties. Il y a l'administration, ceux qui doivent gérer, le leadership, la vision. Et puis, il y a le service ou le bien que l'on dispose aux autres qu'ils puissent en bénéficier contre revenu. Mais la plupart d'entreprises ont fermé. Les gens sont allés en congé technique ou bien carrément résiliation de contrat. Quel est le genre de leadership pour un pays comme le nôtre que l'on doit mettre en œuvre dans les entreprises? Parce que, je vous donne un exemple, beaucoup ont fermé parce que leur domaine de prédilection était par exemple la vente de chemises, la vente des habits, mais ils n'ont pas eu la capacité de s'adapter vers des nouveaux débouchés. Est-ce que là aussi le leadership est important pour exister? Le leadership est important pour exister parce que le leadership vous permet au moins de savoir quelle attitude avoir en des moments de crise. Ok. Je vous ai dit tantôt que les moments de crise sont prédictibles. Ça arrive toujours. Mais il faudrait toujours se poser la question, avant de savoir comment renaître, rebondir, savoir voilà. Qu'est-ce qui a fait que cette crise nous emporte. Okay. Quel a été notre système, quel a été le déficit que nous avions dans notre système qui a fait que nous ne puissions pas tenir là où les autres ont quand même réussi à tenir. Est-ce que notre structure était-elle cimentée? Était-elle assez équilibrée? Quel était l'esprit qui régnait dans les chefs des employés pour que, alors qu'une telle entreprise continue malgré tout à fonctionner, que chez nous, nous ne travaillons pas? Voyez-vous, on peut par exemple se rendre compte que, ok, parce que nous n'avons pas assez de réserves, alors que les autres avaient des réserves. Chez nous, ce qui nous a fait tomber, c'est que nos dirigeants vivent dans le luxe. Tout ce que l'entreprise gagne, on offre des primes, nos salaires vont au-delà de la moyenne. Et ce qui fait qu'en cas de crise, nous n'avons pas où puiser et les cadres deviennent une charge pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est comme une pyramide. D'où le leadership demeure important. Parce que dans des moments comme celui-ci, Symphorien, le leadership doit être la tête. Quand je dis que le leadership doit être la tête, cela signifie que le leadership doit être la chambre pensante, qui pense les problèmes d'aujourd'hui, qui prévoit aussi les problèmes de demain, tout en se référant à la manière dont on a résolu les problèmes d'hier. C'est ainsi que je dis, il faut être la tête pour être à la tête. Et quand on est à la tête, il faut avoir une tête. Docteur Silas, il y a une question que les téléspectateurs me posent souvent. Est-ce que lorsqu'on se lance dans une entreprise, c'est pour être prospère ou bien pérenniser l'activité? Cette pérennisation de l'activité doit quand même vous rapporter. Mais la prospérité n'est pas le premier but. Parce que beaucoup, non, on a commis boss, je suis boss. Ça, c'est le problème. On veut entreprendre pour devenir boss. Non, non. On veut entreprendre pour résoudre un problème. Okay. L'entrepreneuriat, c'est le fait, premièrement, de détecter un besoin dans la communauté. Trouver la solution à proposer par rapport à ces besoins. C'est là où commence l'entrepreneuriat. D'où, on ne commence pas l'entrepreneuriat d'abord avec un capital financier. C'est d'abord avec un capital en termes d'idées. Okay. Cette capacité à détecter que sur cet avenir, tout le monde va jusqu'au bout pour acheter de l'eau. Moi, je vais faire un forage ici. Je vais forer ici. Et au travers de ces forages, je vais vendre. C'est ça l'entrepreneuriat. Okay. Détecter un problème qu'il y a dans la communauté et proposer. Les Chinois ont compris que tout le monde ne peut pas s'habiller au magasin qui se trouve au centre-ville. Les Chinois ont compris que les Congolais voudraient s'habiller en Versace parce qu'ils aiment bien saper, mais qui n'ont pas l'argent d'acheter une véritable chemise Louis Vuitton. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui fabrique des faux et il va le vendre à de vil prix. Il a trouvé un problème, il a résolu. Les Chinois ont compris qu'au Congo, il y a un sérieux problème de courant. Il dit, écoute, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un groupe électrogène. Je lui propose des torches. Il vend tout un conteneur, ne contenant que des torches, des lampes torches. Et on achète. C'est ça. On entreprend parce qu'on a trouvé
une solution à proposer aux problèmes qui frappent la communauté. On n'entreprend pas parce qu'on a dit que ça rapporte. Non, non, non. On n'entreprend pas parce qu'on a dit que tel le fait et il a gagné. On entreprend parce qu'on a vu qu'il y a un besoin et on va répondre à ces besoins-là. On va répondre à ces besoins. C'est cela. Donc, une entreprise, pendant ce moment-ci, a besoin d'un leadership prévoyant. Mais aussi un leadership qui peut savoir qu'est-ce qui a fait que nous soyons autant fragiles. Qu'est-ce qui a fait? Ah, ce qui nous a fragilisés parce que nous n'avons fonctionné que jusque-là par les B2B. C'est-à-dire toute notre clientèle était obligée de venir vers nous. Nous sommes une entreprise qui n'a ni site internet, ni une page Facebook, ni un compte Instagram, Twitter, ainsi de suite. Donc ceux qui nous connaissent ne nous connaissent que parce qu'ils viennent en ville. Et lorsque la commune de la Gombe est confinée, personne ne sait venir chez nous. Voyez-vous? On n'a pas... on ne connaît pas où habitent la clientèle. Notre clientèle. Et notre clientèle n'a aucune coordonnée de nous. Et étant donné que notre client potentiel, qui nous achète chaque mois, par exemple, des produits de 500, 1500 dollars, vient chez nous et qui ne peut pas venir à la Gombe parce que la Gombe est confinée, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête à Kitamo magasin et il achète. Si le vendeur de Kitamo magasin parvient à les fidéliser, c'est fini. Même quand on va déconfiner Gombe, on va déconfiner, mais nous avons déjà perdu un marché. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas voulu nous adapter aux réalités présentes. Très chers téléspectateurs de partout, nous suivez, nous sommes dans votre magazine Data Market. Nous recevons pour vous Dr Silas Makangu Mimile, responsable de l'église Cité Rama et consultant en leadership. Là, c'était la première partie de nos échanges où le docteur Silas a dressé un bilan et les facteurs qui font que beaucoup ont échoué et beaucoup devaient changer leur comportement et commencer à construire un leadership individuel au niveau de la personne et au niveau de ses projets ou entreprises. Docteur Silas, nous passons à la seconde partie de nos échanges. Maintenant, les téléspectateurs ont compris là où ils sont tombés, là où ils ont trébuché. Comme j'ai dit, s'ils veulent continuer à apprendre plus sur le leadership, ils peuvent le contacter. Voilà. Maintenant, là, nous arrivons. Je suis en 2021. Qu'est-ce que je fais? Moi, en tant que... Comment je renais? Oui, j'ai connu des échecs. Oui, ça a mal tourné. Oui, j'ai 20% de réussite dans ce que j'avais planifié en 2020. Et surtout, ce qui fait mal, j'ai vu les autres réussir là où moi j'ai échoué. Pour des personnes pareilles, qu'est-ce qu'ils font, docteur? Ils doivent d'abord savoir que dans la vie, les choses ont tendance à revenir. L'histoire a tendance à se répéter. Donc, ce qui arrive, d'ailleurs, nous sommes en 2021, mais aujourd'hui, certaines villes du monde sont confinées. Chez nous aussi, il y a risque que l'on puisse reconfiner. Les écoles déjà sont fermées. Donc, c'est pour dire que personne au mois de novembre pensait qu'il n'y aurait pas rentrée scolaire. Reprise de cours, pardon, au mois de janvier, quand les enfants sont allés en congé. Personne ne pouvait s'imaginer. Les choses ont tendance à se répéter. D'où ne peuvent renaître, ne peuvent rebondir convenablement que ceux qui ont tiré les leçons des échecs d'hier. Ok. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que la pandémie a révélé comme faiblesse dans notre système de fonctionnement? Je vous donne un exemple, en ce qui concerne la nation par exemple. La pandémie nous a aidé à comprendre que les Congolais banalisent tout. Et le Congolais est têtu. La pandémie nous a aidé à comprendre que même au niveau de nos dirigeants, il y a un manque de crédibilité qui naît d'une communication claire et objective. La communication tâtonnante a fait à ce que les gens ne croient pas à la maladie. Voyez-vous? Donc, déjà, on se rend aussi compte que s'il faut faire quelque chose de convenable pour cette nation, il faut vraiment travailler sur le changement de mentalité. Ok. Tirer les leçons de ce qui nous est arrivé hier, c'est rassurer qu'on a réparé et c'est fixer des perspectives nouvelles.
c'est fixé des perspectives par rapport à l'année 2021. 21. Qu'est-ce qui n'a pas marché? En 2021, en 2020, je me suis rendu compte, par exemple, que je vivais seul. Je ne dépendais que de mon salaire. Ah, ça ne doit plus être le cas. Donc désormais, mon salaire ne servira plus à m'acheter des voitures ou des habits. Une bonne partie de mon salaire sera affectée à un petit business qui pourra me permettre, ne fût-ce que de survivre avec mes enfants sans être, même quand je ne serai pas payé parce que l'entreprise a fermé. Docteur, par exemple, la gestion du temps. Si en 2020, vous gaspillez votre temps, Je vous donne un exemple personnel. C'est en 2020, grâce à la pandémie, à la Covid, que je me suis rendu compte que je n'étais pas assez discipliné par rapport à la gestion de mon temps. comment ça? Commençons, lorsque nous sommes allés en confinement au mois de mars, la première semaine, c'était pas ennuyante. Comment faire, l'église se trouve à la Gombe, mes bureaux sont à Gombe. Donc je ne savais pas, j'étais obligé de rester à la maison. Et la deuxième semaine, je me suis dit, ok, je vais faire avec. Je reste à la maison, je passe du temps avec mes enfants, on joue, je suis à la télé ensemble avec eux. Et puis par après, je me dis, ben écoute, qu'est-ce que je fous là? Je me mets à écrire. Ce qui fait que pendant cette période du confinement, j'ai été en mesure d'écrire 4 ouvrages. 4 ouvrages que j'ai écrits, j'ai sorti 3. Et pendant ces moments de confinement, du coup, je me rends compte que ce n'est pas le temps qui me manque, mais c'est la manière dont je gère ces temps qui me manque plutôt. D'où, s'il y a reconfinement, je ne vais plus m'adonner à des choses qui ne me rapportent pas qui me rapportent pas des résultats escomptés. Je recevais moins de personnes pour consacrer plus mon temps à la lecture et à l'écriture et à la prière. Ça, c'est aussi un problème. Donc, on doit désormais gérer le temps comme pour comprendre que ce n'est pas tellement les lieux où l'on se trouve qui comptent le plus, mais c'est plutôt ce que l'on fait qui compte le plus. Il y a un autre élément, l'entourage et l'environnement. Comment gérer actuellement son environnement ou aussi tenir compte des personnes, des relationnels? Est-ce qu'il y a... Il faut être sélectif, il faut être très très sélectif. Parce qu'il y a une autre chose que la pandémie nous a montré, combien la vie ne tient qu'à un fil. On peut partir à tout moment. Soyez productif. Et on ne peut pas être productif si on n'est pas sélectif. On ne peut pas être productif Si on n'est pas sélectif. Il faut être sélectif. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la porte de votre maison à tout le monde. Mais où est la place de la bonté, par exemple? Mais bien écoutez, la meilleure façon d'être bon, c'est d'être productif. Ah bon? Oui. La meilleure façon d'être bon, c'est d'être productif. Là, on devient dur envers tout le monde. Envers soi-même d'abord. Ok. Léguer quelque chose aux générations à venir. Vous imaginez, je suis ami de tout le monde. Et puis je pars sans laisser quelque chose aux amis de mes enfants, aux enfants de mes enfants. Ça ne sert à rien. La bonté, c'est de planter un arbre dont les fruits seront consommés par les générations à venir. C'est ça être bon. La bonté, ce n'est pas de visiter tout le monde matin, midi, soir. La bonté n'est pas de naviguer dans les réseaux sociaux toute la journée en train de regarder les statuts des gens. Non. Oh, vous regardez les statuts des gens, vous ne commentez pas. Messieurs, on n'est pas là pour regarder tes statuts et commenter. Hein? Non, c'est ce que j'entends souvent. Oh, je poste, on ne commente pas. Non. S'il y a commenté, on va commenter. Et puis le fait que les gens commentent ne signifie pas que ce que vous avez écrit est pertinent. Il ne faut pas voir le nombre de commentaires. Lisez le commentaire. Qu'est-ce qui est dit dans le commentaire? Docteur Silas, nous prenons la dernière ligne de nos échanges. C'est vrai qu'avec vous, vous êtes une mine de connaissances et ça fait du bien, mais il ne nous reste pas beaucoup de temps. Maintenant, nous allons parler d'un leadership concernant tout ce qui est tête couronnée. Oui. Chef de l'État, Premier ministre, ministre, pasteur, chef d'entreprise. Nous vous avons aussi aperçu dans l'action de grâce de fin d'année du chef de l'État l'attitude d'un leader, d'un chef à cet instant. Nous avons besoin de leaders justes ou bons. Écoutez, lorsqu'on sort
des périodes de crise où on est en période de crise. Un chef d'État est en train de vous écouter, un premier ministre, un pasteur, les chefs d'entreprise, ainsi de suite. Un leader est un symbole. Ok. Symbole d'une nation, symbole d'une société, d'une église, symbole d'une famille. Et les symboles, ça parle. Les symboles, ça parle et les symboles, ça rassure. Les symboles, c'est cette base sur laquelle tout le monde pose son espérance. Il ne peut pas aussi présenter des faiblesses pour dire que je suis fatigué, bien sûr. je suis peut-être humilié. Non. Il est humain. Mais je dis c'est un symbole. Vous savez, nous aimons Dieu, nous craignons Dieu, parce qu'il est au ciel. Personne ne connaît l'itinéraire qui conduit à Dieu. Ok. Vous comprenez? Un leadership doit être ce leadership qui inspire. Ok. Mais aussi ce leadership qui montre aux autres qu'au-dessus de moi, il y a un autre leadership. Comme nous l'avons constaté lors de la nuit de l'action des grâces. Un chef qui danse pour Dieu. Ce n'est pas un signe de faiblesse? Non, ce n'est pas un signe de faiblesse. Zuma a dansé. Mandela danse. Donc les détracteurs n'ont pas Les raison Tanzaniens, les présidents... Non. Ils dansent pour Dieu. Voyez-vous, ils dansent pour Dieu. C'est son culte à lui. C'est son culte C'est son culte à lui. Qui condamnerait Kadhafi quand il va s'agenouiller dans une mosquée à Sirte? Personne. Personne ne condamne. Ou Erdogan Voilà, chez lui en Turquie. Qui condamnerait Obama lorsqu'il va avec sa famille, il s'assoit à côté de sa femme Michelle et ses deux filles, il ouvre sa Bible. Dans une église baptiste. Dans une église baptiste. Qui condamnerait le fait président gabonais Bongo. Aller dans une mosquée, par exemple. Aller dans une mosquée. Qui condamnerait? Qui condamnerait Macron quand il va dans la loge de Paris? Chacun a son culte. Personne ne condamnera le premier ministre indien lorsqu'il va faire son culte hindou. Personne ne va condamner le président ou le premier ministre chinois lorsqu'il va dans un culte bouddhiste, de Bouddha. C'est son culte à lui. Et ça, je pense que c'est quelque chose que l'on doit encourager, apprécier. C'est extraordinaire. Le voir dédier la nation entre les mains du Seigneur. Seulement ce qu'il faudrait, que l'entourage prenne la balle au bon. Parce que lorsqu'on fait les choses sans Dieu, la Bible dit, vous serez condamné parce que vous avez entendu, vous avez connu. C'est-à-dire, lorsqu'on connaît, on est condamné à réussir. Et maintenant, nous devons nous rassurer que la prière à elle seule ne suffit pas. Il faudrait que toutes les machines soient mises en place pour que ce qui a été demandé dans la prière soit aussi exécuté ou transformé en programme. C'est-à-dire que le vœu du chef de l'État émis dans la prière soit directement transformé en programme par des services attitrés. Pour qu'à la fin, le peuple dise, Dieu, le chef de l'État avait demandé à Dieu, Dieu nous a exaucés. Mais que ceux qui sont dans les services disent, nous avions planifié et nous l'avons eu. Ok. Parce qu'eux ne vont pas dire que Dieu nous a donné. Quand le président dit, je décrète au nom de Jésus que cette année la guerre prendra fin. Il faudrait que notre système de défense nationale, à la fin de l'année, dise, nous avions planifié des stratégies et voilà aujourd'hui il n'y a plus de guerre. Que les chrétiens disent, Dieu nous avait promis. Voilà, il n'y a plus de guerre. Donc, il faudrait faire travailler le ciel et la terre. Voilà pourquoi quand Dieu a créé le ciel, il n'a pas créé le ciel seul. Il a fallu qu'il crée à la fois le ciel et la terre. Ce que le ciel veut, la terre dispose des instruments pour que cela se fasse. Cela est d'une importance capitale. Avoir un chef d'État à la tête du pays, un homme à la tête du pays, qui connaît Dieu, qui peut venir avec toute sa famille, louer le Seigneur, glorifier Dieu, une nuit qui conduit à une nouvelle année, eh bien, ça, je pense que nous en avons besoin. Ce n'est pas aussi de la communication. Ce n'est pas de la communication. Peu importe, moi, en tant que pasteur, non. De la population. Non, mais est-ce que la population attend ça? La population attend l'argent, le poisson dans son assiette. La population attend les moyens de transport.
Sinon, ça serait une mauvaise communication, une mauvaise stratégie. Je pense qu'il est... Vous savez, je vais vous dire une chose. La première fois que moi, j'ai vu le président de la République, je dirais même c'est peut-être l'unique fois, comme ça, à moins d'un mètre, il était juste assis à mes côtés, à l'école Lisanga, lors d'un concert de Sanjola, avec Gaël. C'est ma femme d'ailleurs qui m'a fait remarquer, regarde celui-là à côté, c'est pas M. Félix. Et quand j'ai regardé, il avait les mains levées, en train d'adorer. On ne devient pas chrétien quand on devient président de la République. Ok, C'est très compliqué. ok. Convertir au sommet de l'État, c'est poser la question à Boni Yahi, poser la question à Mathieu Kérékou, il vous dira comment ça se passe. Et être chrétien en étant chef d'État, ce n'est pas une mince affaire. Parce que vous avez autour de vous des pesanteurs d'ordre spirituel. Pas seulement d'ordre politique, mais aussi d'ordre spirituel. De diverses natures. Parce que dans un palais où il y a un trône, il y a une guerre des autels. Il y a une guerre des autels. Alors voilà pourquoi il faudrait que celui qui est sur le trône se rassure d'avoir autour de lui des autels éloquents, des autels puissants. Est-ce que la nouvelle tête couronnée doit détruire les hôtels anciens en imposant son hôtel? Oui, parce que si les autels anciens ont été dédiés au diable et que ces autels ont pour répercussion les blocages à tous les niveaux, il faudrait les détruire. Mais c'est aussi ici qu'il faut dire qu'il faut faire un double travail, d'une pierre deux coups. Au même moment qu'on détruit les autels que l'on croit empêcher l'avance, le progrès, il faudrait aussi au même moment détruire les mentalités qui bloquent le progrès. Parce que le progrès d'une nation est plus mental que spirituel. Ça, je l'ai dit en tant que pasteur, je l'ai dit en tant qu'homme spirituel. Il n'y a aucune nation qui avance parce que sa spiritualité a atteint les tops. C'est quand la mentalité atteint les tops qu'une nation avance. Docteur, un dernier mot pour conclure l'émission, parce que c'est déjà la fin. C'est une année nouvelle. Allons avec des paradigmes nouveaux. Ce qui ne vient pas vers nous, allons vers ces choses-là. Ce qu'on ne nous donne pas, arrachons-les. Ce que les autres nous refusent de nous donner, créons-les par nous-mêmes. Docteur, où retrouvez votre école de leadership? Ils peuvent nous joindre au plus 243 81 516 65 09, plus 243 81 516 65 09. Nous sommes sur l'avenue Milambo numéro 15, deuxième étage, appartement 5, dans la commune de la Gombe, au niveau des Sosimats. Docteur, un grand merci. C'est moi qui vous remercie. Vous nous avez raté ce soir, rattrapez-vous sur toutes nos plateformes de rediffusion et suivez-nous à gogo sur toutes nos plateformes internet. Quant à moi, je vous dis à la